Depuis quelques semaines, impossible de passer à côté. Six Flags, Qiddiya City. Six Flags Qiddiya. Six Flags Qiddiya. Six Flags Qiddiya City. Six Flags Qiddiya s'impose partout depuis son ouverture le 31 décembre 2025. Articles de presse, vidéos promotionnelles, TikTok et records brandis comme des trophées. La communication est massive, presque écrasante, comme si le projet avait besoin d'être vu et validé immédiatement, avant même d'avoir réellement trouvé son public. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter plusieurs années en arrière, à une époque où le parc n'était encore qu'une promesse, portée par l'un des noms les plus connus de l'industrie des parcs à thème, et par un pays bien décidé à redorer son image, coûte que coûte. لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. Six Flags, c'est avant tout un géant historique du divertissement américain, né dans les années 60 avec une idée simple, proposer des parcs à sensations fortes, accessibles au plus grand nombre, centrés sur les coasters et le spectaculaire, plutôt que l'immersion ou la narration. Au fil des décennies, le groupe devient une référence mondiale en matière de records, enchaînant les attractions toujours plus rapides, plus hautes et plus extrêmes, au prix d'une approche industrielle très assumée. Mais cette stratégie a aussi ses limites, car la firme va se retrouver endettée à plusieurs reprises, fragilisée par des choix financiers très agressifs, avant d'annoncer en 2024 une fusion majeure avec Cedar Fair, un autre acteur historique des parcs nord-américains. Une union destinée à consolider leurs deux visions du loisir très proches, mais qui suscite de nombreuses inquiétudes parmi les passionnés, tant les philosophies et les réputations des deux groupes diffèrent. C'est dans ce contexte, bien avant la fusion, qu'en avril 2018, Six Flags s'apprête à annoncer ce qui deviendra l'un des projets les plus ambitieux jamais imaginés. Un parc entièrement nouveau, conçu hors des États-Unis et destiné à battre absolument tous les records. Ce parc, c'est Six Flags Qiddiya. Mais un projet de cette ampleur ne naît jamais uniquement de l'ambition d'un groupe de parcs d'attractions. Il a été rendu possible par un pays prêt à investir des moyens considérables pour écrire son récit et contrôler l'image qu'il projette au reste du monde. Depuis la fin des années 2010, l'Arabie Saoudite, qui je le rappelle est une monarchie absolue dirigée par le roi Salman, mène une transformation économique et sociale d'une ampleur inédite, regroupée sous un plan baptisé Vision 2030. L'objectif paraît clair, préparer l'après-pétrole, diversifier l'économie du pays et attirer un tourisme international qui jusque-là se limitait largement au pèlerinage religieux. Dans ce cadre, le divertissement devient un outil stratégique. Cinéma, concerts, événements sportifs, méga-projets touristiques, tout un secteur est créé, financé par des investissements publics colossaux, et Qiddiya City s'inscrit pleinement dans cette logique. Qiddiya City, c'est un projet urbain gigantesque, une ville entière construite de toutes pièces dans le désert, sur des centaines de kilomètres carrés, devant accueillir parcs à thème, circuits automobiles, hôtels et même zones résidentielles. Dans cet ensemble, Six Flags Qiddiya n'est pas qu'une petite pièce du puzzle parmi d'autres, c'est l'une des plus visibles. Quant à la question de l'argent, celle-ci n'a peut-être même jamais été abordée entre Six Flags et l'Arabie Saoudite. Le projet est financé par le fonds souverain saoudien, alimenté non seulement par des décennies de revenus pétroliers, mais aussi par un modèle économique régulièrement critiqué pour sa dépendance à une main-d'œuvre étrangère sous-payée, peu protégée et largement invisible. Des ressources immenses, capables de faire surgir en plein désert, des infrastructures que peu de pays pourraient seulement envisager. C'est dans ce contexte que les problèmes se révèlent un par un. Construire un parc d'attractions, et même une ville entière en plein désert, ce n'est pas qu'un défi technique ou une question d'ego. C'est un combat permanent contre un environnement qui n'a jamais été pensé pour accueillir ce genre d'infrastructure. Le pays n'en est d'ailleurs pas à son galop d'essai. Stations de ski artificielles, centres commerciaux géants, ou encore The Line, cette ville linéaire futuriste qui était censée traverser le désert sur plus d'une centaine de kilomètres, pour finalement ressembler à ça aujourd'hui. À chaque fois la même logique, asservir la nature pour répondre à leur modèle économique et aux attentes des investisseurs. Mais ici, elle est poussée à l'extrême. Avant de reparler du parc en lui-même, on peut s'arrêter sur son voisin direct, Aquarabia, qui n'a pas encore ouvert, et est déjà le plus gros parc aquatique du pays, avec 22 attractions prévues, type toboggan, piscine à vagues ou encore des rafts, s'étalant sur 250 km², soit 35 terrains de football. On ne possède pas encore de chiffre officiel public sur le volume d'eau total qui sera utilisé, mais pour donner un ordre de grandeur, une seule piscine publique peut déjà nécessiter plusieurs dizaines de litres d'eau propre chaque jour. Ici, on parle de bassins géants et de circuits d'eau en continu dans une région où l'eau est une denrée rare et où chaque goutte est une valeur stratégique. Officiellement, l'Arabie Saoudite a annoncé que l'eau utilisée pour l'irrigation ou le refroidissement dans tout Qiddiya sera à 100% recyclée et qu'il devrait être possible de réduire les pertes d'eau jusqu'à 90% grâce à des filtres spécialisés. Mais une question reste soigneusement évitée. Combien d'eau faudra-t-il au départ pour remplir le parc? Et d'où viendra-t-elle exactement?
On peut rajouter un autre détail, Aquarabia prévoit environ 81 cabines climatisées pour se détendre. Parce que oui, pourquoi pas, la température pouvant facilement dépasser les 45 degrés en été. Les horaires même de Six Flags Qiddiya en sont la preuve, le parc est ouvert chaque jour seulement entre 16h et minuit. Dans ces conditions, chaque bassin, zone climatisée ou attraction devient un défi technique et énergétique monumental. Et ce constat, il atteint son paroxysme avec l'attraction phare du parc, Falcon Flight. Façonné par Intamin, constructeur suisse réputé et l'un des plus influents de l'industrie du coaster en 2026, il est la personnification de leur mantra. Repousser les limites, souvent battre des records, Toutatis, Velocicoaster, Maverick, Intamin n'est jamais très loin quand il s'agit d'aller trop loin. Présenté comme la montagne russe la plus rapide, la plus haute et la plus longue du monde, Falcon Flight est devenu dès son annonce l'argument marketing numéro 1 du parc. Chaque vidéo promo insiste sur ses chiffres et son gigantisme. 195 mètres de haut, 250 km/h, 4250 mètres. Hein? Mais celle qui nous intéresse ici, c'est celle postée par Intamin, il y a un mois maintenant, mettant en avant son système de refroidissement. Sur les coasters de base, l'air réchauffe, les roues des trains aussi. Alors imaginez en plein désert sous 50 degrés. La solution choisie par Intamin, c'est un système de refroidissement présenté comme l'un des plus ingénieux et performants jamais intégrés sur une attraction. Sur le papier, c'est une prouesse d'ingénierie. Mais à partir de là, on ne vend plus seulement Falcon Flight pour ses sensations, mais pour sa capacité à fonctionner malgré un environnement fondamentalement incompatible avec ce type d'infrastructure. C'est presque ironique de voir la promo d'une attraction se focaliser autant sur sa capacité à être refroidie en continu. Comme si on assumait, sans le dire bien sûr, d'avoir la plus grosse glacière à ciel ouvert du monde, dont le coût énergétique reste soigneusement absent du discours. Ce qui reste absent du discours aussi, ce sont les mains qui ont coulé le béton. Depuis le début de la vidéo, je vous parle beaucoup des machines, mais peu, voire pas du tout, de ceux qui ont été exploités pour les construire. Car Qiddiya City, comme la quasi-totalité des méga-projets du royaume, n'a pas été construite par une main-d'œuvre locale volontaire, ni protégée. Pour beaucoup, tout commence loin du désert, en Inde, au Bangladesh ou au Kenya. Une agence promet un contrat, un salaire, parfois même un logement, en échange de frais incommensurables. Une fois arrivés, ils se retrouvent piégés par le système de kafala, qui lie entièrement leur statut légal à leur employeur. Passeport confisqué, impossibilité de changer de travail, ou même de quitter le pays sans autorisation. Et c'est légal et assumé. Des organisations comme Human Rights Watch ou Amnesty International documentent depuis des années ces abus systématiques sur les chantiers saoudiens, financés directement ou indirectement, mais toujours par le même fonds souverain qui porte Qiddiya. Les travailleurs y font face à des droits restreints, des salaires non versés, des contrats bafoués et à des conditions de travail dangereuses, souvent sous des températures extrêmes, sans recours réel lorsqu'ils essaient de faire valoir leurs droits. Et ce modèle ne se limite pas seulement à des secteurs techniques, mais s'étend à l'ensemble de l'économie du pays. Des travailleurs et travailleuses domestiques, notamment kenyanes, ont décrit des journées de travail de plus de 16 heures sans repos, du racisme et des violences verbales et physiques, confirmant le fait que l'Arabie Saoudite s'inscrit aujourd'hui comme l'un des pays les plus touchés par l'esclavagisme moderne. As a mother, as a leader, I will not stand, I will not sit and watch this kind of shit. We are not animals. There is no slave trade anymore. Il ne faut pas s'imaginer ces abus comme des anomalies isolées. Accidents de chantier passés sous silence, malaise, discrimination raciale, disparition, suicide. À l'échelle de la région, les enquêtes menées sur les chantiers du métro de Riyad ou encore lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, fondées sur un système de travail comparable, ont révélé des milliers de décès de travailleurs migrants, souvent classés comme morts naturelles, sans autopsie ni enquête approfondie. Ces chiffres montrent ce que ce modèle produit lorsqu'il est poussé à son terme, et c'est sans mentionner bien sûr le logement qu'on leur offre, des baraquements ou des préfabriqués pouvant aller jusqu'à 2 mètres carrés par personne, avec l'électricité et l'eau contrôlées totalement par les employeurs. Six Flags Qiddiya n'est pas posé là par magie, son chantier repose selon les mêmes méthodes, par les mêmes entreprises, avec le même fonds d'investissement et avec la même main-d'œuvre invisible dont les droits sont systématiquement bafoués. Et ce contrôle ne s'arrête bien sûr pas au chantier. Ce système décide aussi au quotidien qui a le droit d'exister et comment. Comme on le rappelle depuis le début de la vidéo, l'Arabie Saoudite reste la monarchie absolue qu'elle était ces dernières décennies. Le pouvoir politique, judiciaire et religieux y est concentré entre les mains d'un nombre extrêmement restreint d'individus. Il n'existe ni élection nationale libre, ni parti politique, ni véritable contre-pouvoir. Selon Freedom House, le pays est classé parmi les États les plus répressifs du monde, avec un score proche de 0 en matière de liberté civile et politique. Dans ce contexte, la critique publique du gouvernement, de la religion ou de la famille royale est passible de lourdes peines de prison, et dans certains cas de condamnation à mort. Arrestation arbitraire, détention prolongée sans procès, aveux forcés, torture. Ces pratiques ne relèvent pas du passé, comme on pourrait penser. Elles
qu'elles sont encore documentées aujourd'hui même. Le régime communique pourtant abondamment sur une image de progrès social, notamment à travers certaines réformes concernant le droit des femmes, comme le droit de conduire, accordé en 2018. اليوم يوم تاريخي شكرا للقيادة شكرا للقرار هذا يوم حلو فرحانين الموضوع صار له دقائق ساعات. Mais derrière cette image soigneusement polie, le système de tutelle masculine continue d'influencer profondément la vie quotidienne, l'accès à la justice, au travail et à l'autonomie. Plus troublant encore, plusieurs militantes ayant défendu ces mêmes droits, avant qu'ils ne deviennent bien sûr des arguments de communication trendy, ont été arrêtées, emprisonnées, et selon certaines, ont subi des violences sexuelles et psychologiques. Et oui, les droits sont acceptables seulement s'ils sont accordés par le pouvoir. Islam forbids torture. The Saudi laws forbid torture. Human conscience forbids torture. And I will personally follow up on this matter. You will personally follow up on it. بلا شك. Without a doubt. Pour les personnes LGBTQIA+, la situation est encore plus brutale. Car en Arabie Saoudite, l'homosexualité est criminalisée, pouvant entraîner des peines de prison, des châtiments corporels, voire la peine de mort. So he went back to Saudi Arabia to check on his mom. And when he reached the airport in October of 2019, he was detained, arrested, sentenced for 3 years in prison and 800 lashes. Selon plusieurs ONG, les arrestations sont souvent accompagnées de chantage et de tentatives de rééducation, notamment avec des thérapies de conversion. Dans le pays, l'invisibilité n'est pas un choix culturel, c'est seulement une condition de survie. Et c'est là qu'on arrive au point d'orgue de mon cheminement à travers la vidéo. Six Flags Qiddiya se présente comme un parc pensé pour accueillir le monde entier, ses cultures, ses familles, ses visiteurs. Mais cette ouverture est strictement contrôlée, elle s'arrête là où commencent les lois du royaume. J'ai oublié de rajouter d'ailleurs que même si légalement une femme peut visiter le parc seule, la mixité saoudienne est encore très régulée. Et de nombreux espaces publics conservent ces pratiques de séparation de genre. Donc être autorisé à entrer signifie pas forcément être libre. Pas libre de s'habiller, de se comporter ou d'exister comme ailleurs. Et à titre personnel, je fais partie de cette communauté LGBT+. Ce qui signifie concrètement que je pourrais hypothétiquement jamais poser les pieds sur le territoire, ni m'asseoir dans Falcon Flight, sans risquer l'arrestation, l'emprisonnement, voire des peines bien plus graves. Mais ça, évidemment, aucun spot promo vous le dira. Here we go! Ready for the launch! This is it! Une question devient alors inévitable. Six Flags Qiddiya a-t-il pour but premier d'être un parc d'attractions ou un outil politique ? Pour moi, avant tout, c'est un test grandeur nature. Un test pour voir jusqu'où le public est prêt à aller avant de dire stop. Jusqu'à quel point l'adrénaline et le spectaculaire peuvent faire oublier le contexte. Jusqu'où la passion peut se dissocier de la politique. Et de ce que j'ai pu voir pour l'instant, les tests sont concluants. Le grand public est massivement enthousiaste, et les débats ne sont cantonnés qu'à quelques cercles par-ci par-là. Le message renvoyé est clair. Tant que l'expérience est assez plaisante, le cadre importe peu. Et l'avenir de Qiddiya est d'autant plus superficiel. Autrement que l'aspect financier, climatique ou technique, il ne vivra qu'à travers la manière dont il sera consommé culturellement. Il n'a même pas besoin d'être rentable. On sait déjà que c'est qu'une question de temps avant que Six Flags ne ferme. Mais un parc comme celui-ci a seulement besoin d'être montré, commenté, désiré. Et ça, c'est déjà réussi. Falcon Flight restera probablement numéro 1 pendant des années, peut-être pour toujours. Mais à quoi ça sert si personne ne peut y monter éthiquement ? Yeah, Falcon's Flight is sick as hell. It is unfortunately one of the coolest roller coasters on the planet because a fascist regime loves a monument to its own glory. Un monument, rien d'autre que ça. Gigantesque, coûteux, pas pensé pour durer, mais seulement pour marquer les esprits. Aimer Falcon Flight ou être curieux et excité par sa démesure n'est pas un problème selon moi. Le problème, c'est ce qu'on choisit de ne pas faire avec cette fascination. Ne pas se poser de questions, ne pas vouloir savoir, rester dans sa bulle juste parce que c'est plus confortable. Et aujourd'hui, la majorité de la sphère parconautique est très complaisante vis-à-vis de ce confort, tant elle est apolitique, par habitude ou par facilité. Sans aucune connotation politique, j'en ai rien à foutre. Mais aujourd'hui, il serait grand temps que ça change.